parce que moi je ne peux pas savoir. Bon, nous allons clore le chapitre sur les grandes découvertes et l'exploration du monde pendant les temps modernes par un sujet qui me semble particulièrement important et révélateur des relations entre d'une part l'Europe et d'autre part les colonies qui vont être établies par les Européens, en particulier en Amérique, au XVIIIe siècle. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'attacher à l'économie sucrière au XVIIIe siècle, donc aux Antilles. Alors le sujet est important pour de multiples raisons. Alors première raison pour laquelle le sujet est important, c'est tout d'abord qu'il s'agit d'un système économique tout à fait inégal entre la métropole et d'autre part les colonies. Ensuite, parce qu'il va mettre en place un système particulier de société qui est celui de l'esclavagisme. Ensuite, troisième raison, c'est que vous voyez que je m'attache à un produit qui est le sucre. Et vous savez qu'à notre époque, le sucre a des effets importants, en tout cas sa consommation. En écoutant les informations avant de venir ici sur le temps de midi, j'ai entendu à la télévision que 20% des enfants à l'école primaire sont en surcharge donc pondérale. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ça pose un problème de santé publique. Alors, il est intéressant peut-être de remonter dans le temps et savoir depuis quand on consomme du sucre, justement, en Europe. J'ai dû vous expliquer, il y a bien longtemps, c'est-à-dire quand vous étiez en première, que la consommation de sucre remonte en fait au néolithique. Et que l'être humain est un mammifère et que par conséquent, il est en particulier attiré par le sucre et le sel, le sucre qui se transforme en graisse et le sel qui fixe la graisse dans l'organisme. Mais ce que nous n'avions pas encore vu, c'est que ce phénomène économique qui va donner lieu à des conséquences alimentaires importantes, eh bien en fait remonte au XVIIe et au XVIIIe siècle. À un moment donné où il va y avoir une véritable surconsommation de sucre. Il va y avoir une demande très importante. Voilà. Alors, tout d'abord, grand A, on va fixer le cadre dans lequel nous allons évoluer. Alors, ce cadre, il est à la fois spatio-temporel, mais il demande aussi des précisions sur le plan terminologique. Donc, dans un premier temps, il faut voir quels sont les termes qui interviennent dans l'économie sucrière. Alors, il y a tout d'abord le produit lui-même, le sucre. On va se poser la question, mais pourquoi, au XVIIIe siècle, le sucre prend-il tant d'importance? Ensuite, on va se poser la question de la production. Comment produit-on du sucre? On va se poser la question également de la distribution de ce produit. Ce sont tous des phénomènes, on le conçoit bien, qui sont de nature proprement économique. Ensuite, il y a le cadre spatio-temporel. Alors, il se fait que cette région tropicale, les Antilles, vont constituer un lieu
particulièrement propice pour ce type de culture. Quand je dis les Antilles, et je vous montre ceci sur le planisphère ici, il s'agit donc de toute cette région-ci. Les Antilles, qui ont été découvertes par Christophe Colomb en 1492, eh bien, comprennent d'une part les grandes Antilles. Les grandes Antilles, c'est quoi? C'est Cuba, c'est Saint-Domingue, Haïti donc, c'est la Jamaïque et c'est Porto Rico. Et ensuite, vous avez cet arc-ci qui constitue les petites Antilles. C'est une poussière d'îles parmi lesquelles on trouve la Martinique, la Guadeloupe et toute une série d'îles qui seront sous la souveraineté de l'Angleterre, de la France et des Provinces-Unies, c'est-à-dire des Pays-Bas. Voilà, ça c'est pour le cadre, je dirais, politico-géographique. Maintenant, pourquoi le XVIIIe siècle maintenant? Je viens d'expliquer maintenant le lieu, maintenant je vous parle de l'époque, le XVIIIe siècle. Alors le XVIIIe siècle, sur le plan économique, c'est une période de conjoncture à la hausse. À l'inverse des siècles qui ont précédé, eh bien, à partir du XVIIIe siècle, au moins dans le monde occidental, il va y avoir une croissance continue, même si cette croissance continue est entrecoupée de crises conjoncturelles. Toutefois, à l'intérieur de cette croissance continue, en gros à partir de 1720, il va y avoir des phénomènes perturbateurs. Et le premier de ces phénomènes perturbateurs, c'est la guerre. La guerre entre les grandes puissances coloniales de l'époque, à savoir pour les Antilles, la France et l'Angleterre, et lorsque l'on fait la guerre à un pays concurrent sur le plan économique, on essaye de perturber justement son commerce sur les mers, puisque c'est par cette voie que transite une grande partie non seulement du numéraire, mais aussi de l'alimentation. Donc, les navires marchands vont être perturbés par ces guerres entre ces deux super grandes époques que sont la France et d'autre part la Grande-Bretagne. Nous allons passer maintenant à l'organisation du plan, puisque l'objectif de ce cours n'est pas seulement de vous informer, mais surtout de vous apprendre à construire une leçon d'un point de vue logique. Donc cette leçon a aussi un objectif, bien entendu, didactique. Alors, il va falloir donc, comme je le disais en introduction, s'interroger sur le produit, s'interroger ensuite sur l'organisation de la production, sur le type de société engendrée par ce système économique, et enfin, réfléchir au problème de la distribution. Vous vous souvenez, ce sont les trois éléments que j'ai repris dans mon introduction, avant évidemment de conclure. Alors, on va donc commencer ici
par le produit. Le produit, à savoir le sucre. Premier constat chiffré qui vous montre l'importance du sucre. Donc ce sera tout d'abord l'importance du sucre, c'est que en Angleterre, la consommation du sucre a quintuplé en un siècle. Il est intéressant de noter également qu'au niveau de la production, cette fois, dans les Antilles, qu'elles soient anglaises ou françaises, il va y avoir une multiplication par 12 de cette production. Au point qu'à la fin du XVIIIe siècle, disons à la veille de la Révolution française, disons en 1788, les importations, ou plutôt non, la production de sucre dans les Antilles anglaises correspond à 80 000 tonnes par an, alors qu'en France, que pour les Antilles françaises, il s'agit de 120 000 tonnes. Donc vous voyez que cette consommation représente véritablement quelque chose de très très important. On peut même dire que le sucre, c'est l'or blanc. De la même manière qu'on a pu parler de l'or jaune au XVIe siècle, quand il s'agissait de produire du numéraire, autant à partir du XVIIe siècle, on va parler de l'or blanc. Il y aura d'autres cycles pour le Brésil après l'or blanc, parce qu'au XVIe, XVIIe siècle, c'est l'or blanc. Au XVIIIe siècle, au Brésil, c'est nouveau l'or jaune, parce qu'on découvre les mines d'or. Et puis, vous aurez le cycle du café. On pourrait dire l'or brun, si vous voulez, par la suite. Hein. Donc, il y a des cycles comme ça, séculaires. Alors, autre élément, maintenant, c'est le problème de la demande. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi la demande de sucre augmente à ce point au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, le sucre est un produit de luxe, réservé à l'aristocratie, aux hautes classes de la société. Le sucre a été importé en Amérique depuis Madère et les îles de l'Atlantique. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, la demande va croître à grande vitesse parce que le cours du sucre chute. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Plus un bien est rare, plus il coûte cher à l'achat, et plus un bien est abondant, et bien plus son prix est bas. Toutefois, quand je parle de chute des prix, il faut faire très attention. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué juste avant les vacances de Pâques, lorsque nous avons étudié le texte de Pierre Villard. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit pour le XVIe siècle? Qu'il fallait de toute façon, il ne fallait pas se tromper. Quand on dit que
le numéraire, l'or et l'argent, puisqu'il est plus abondant au XVIe siècle, perd de sa valeur par rapport aux denrées, il ne faudrait pas de nouveau interpréter la chose comme chute des prix du numéraire. Parce qu'en fait, ce qui permet la chute du numéraire, c'est-à-dire une offre plus abondante, c'est tout simplement l'exploitation des travailleurs indigènes. Donc, il faut plutôt que de dire chute du cours du sucre au XVIIIe siècle, il faudrait dire plutôt augmentation de l'exploitation des travailleurs. Sauf que, contrairement au XVIe siècle, où là ce sont des Indiens qui travaillaient, par exemple dans les mines du Potosi, en Bolivie, ou qui travaillaient effectivement encore au XVIe siècle, parce que toutes les populations, une grande partie de la population n'était pas encore décimée, dans les Antilles en particulier, pour essayer d'extraire de l'or, eh bien, à cette époque-ci, on doit importer de la main-d'œuvre. Ce sont ces fameux esclaves qui viennent d'Afrique occidentale. Mais je reviendrai sur ce sujet dans quelques instants. Donc, retenez, plutôt que de parler de chute du cours, ce qui est une réalité, il est plus important d'insister surtout sur l'exploitation de la main-d'œuvre. On demande de plus en plus à la main-d'œuvre pour produire du sucre, ce qui permet effectivement une sorte de dumping, si je puis dire, parce que tout le monde veut du sucre, parce que le prix est plus bas. À l'heure actuelle, je vous donne un exemple. Si des tas de gens portent des t-shirts, par exemple, eh bien c'est parce que ces t-shirts sont produits en Asie du Sud-Est, en Chine, en Malaisie, que sais-je, en Thaïlande. Et donc, quand on dit qu'un t-shirt coûte peu cher chez nous, ça cache en fait la réalité qui est le salaire qui est effectivement perçu par les travailleurs locaux, qui sont exploités. Parce que le prix du t-shirt que vous payez ici n'a rien à voir avec le prix du t-shirt tel qu'il sort d'une usine là-bas en Malaisie, et surtout n'a rien à voir avec le prix que paye le fabricant à ses ouvriers, qui les paye pour des salaires tout à fait dérisoires. Entendu? C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. C'est qui produit finalement. Et la différence entre ce qu'on appelle la valeur d'échange et la valeur d'usage, eh bien, c'est la plus-value. Et la plus-value, pour dire bref, c'est le bénéfice, c'est-à-dire c'est la partie que l'employeur met dans sa poche sur base de l'exploitation de la force de travail des gens qui l'ont, eux, réellement produit. Sauf que, à cette époque-là, ce n'est pas les salariés, les esclaves. On ne les paye pas du tout. On n'est pas dans le système du salariat, on est dans le système de l'esclavagisme. Bon, donc, vous avez noté ça déjà. Bon. Alors, parmi les autres éléments, parmi les autres causes, j'en ai cité une qui est évidemment la plus importante, il y a le problème des machines. Parce que vous savez, quand on produit un bien, il faut non seulement avoir de la main-d'œuvre, on est bien d'accord, mais il faut aussi, pour augmenter la productivité, avoir des instruments qui permettent de produire plus et de produire mieux. Il n'y a pas que l'aspect quantitatif, il y a également l'aspect qualitatif. Il se fait que des protestants et des juifs qui travaillaient au Brésil dans la production du sucre vont être des Hollandais, protestants hollandais, ou juifs hollandais d'ailleurs, vont être chassés par les Portugais du Brésil et vont arriver dans les Antilles, en particulier les Antilles françaises, les Antilles anglaises aussi, mais les Antilles françaises en particulier. Cette main-d'œuvre, vous n'avez pas une main-d'œuvre plutôt, ces ingénieurs, on peut dire ces fabricants, ce n'est pas de la main-d'œuvre, ce sont des fabricants, ils sont dépositaires d'un savoir technique. Ils vont
importer leur savoir technique dans les Antilles, et l'on va dorénavant utiliser des moulins pour fabriquer le sucre performant. On va produire du sucre blanc, alors que précédemment on produisait du sucre brun à partir de la canne à sucre. Alors c'est un progrès, parce que précédemment, le sucre, dont les Britanniques étaient très demandeurs dans les classes populaires, arrivait dans les îles britanniques sous la forme de mélasse ou sous la forme de rhum. Parce que le rhum, c'est du sucre en fait, c'est une liqueur extrêmement sucrée. Ici, c'est du sucre blanc, et ce sucre blanc ne va plus, il va arriver sous forme de pain. Ce seront des pains de sucre. Ce sera la forme sous laquelle on va les acheter. Entendu? Donc, dans un premier temps, j'ai parlé de cette chute du cours du sucre liée à l'exploitation. Dans un deuxième temps, je vous ai parlé des machines. Il reste un troisième élément qui va expliquer justement cet essor de l'industrie, de la production sucrière, c'est la spéculation et le capital. Oui, on est à l'époque, même si ça dérangerait peut-être des économistes très orthodoxes, nous sommes dans une économie capitaliste qui fonctionne parallèlement à une économie de type esclavagiste. Et ce que je reprocherais peut-être, même si ça paraît très présomptueux de ma part, à quelqu'un comme Karl Marx, c'est de s'être intéressé surtout aux sociétés d'Europe occidentale, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, et de s'être plutôt intéressé au passage de la rente féodale à la plus-value de type capitaliste, donc au passage du féodalisme au capitalisme, ce que nous avons étudié avant les vacances de Pâques, sur base de l'article de Pierre Villard, et il ne s'est peut-être pas assez intéressé, à mes yeux, en tout cas quand on lit le Capital, il n'y a que quelques pages, mais presque rien là-dessus, sur l'importance de l'esclavagisme permettant cette accumulation primitive du capital qui permet justement cet essor de l'économie capitaliste en Europe quelques décennies plus tard. Donc là, on passe directement d'une économie esclavagiste à une économie capitaliste sans passer par le système féodal, de la rente féodale. Voilà, pour moi, ça me paraît très très important, tout ça. Très très important. N'oubliez quand même pas que les États-Unis, cette grande puissance démocratique, n'a supprimé l'esclavage qu'il y a 150 ans. Il y a juste 150 ans maintenant. C'était pendant la guerre de sécession qu'Abraham Lincoln, donc c'est en 1860, 61. Donc il y a seulement 150 ans, vous imaginez, que l'esclavage a disparu. C'est rien, 150 ans, ça fait 6 générations maximum. C'est hier que l'esclavage existait encore aux États-Unis. Il faut attendre 1888 pour que l'esclavage soit supprimé au Brésil. Donc vous devez vous dire que quand vous voyez des Noirs américains ou des Noirs brésiliens, ce sont des descendants d'esclaves à 5 générations. C'est le cas de Michelle Obama. Elle descend d'esclaves noirs. Ce n'est pas le cas de Barack, puisque lui, il est d'origine kenyane, comme vous savez, hein, d'origine africaine. Tandis qu'elle, elle descend vraiment d'esclaves. Voilà. Alors, donc, dernier élément que je voulais mentionner, très très important, c'est la notion de spéculation et de capital. Vous savez, le capitalisme est très plastique, c'est-à-dire qu'il s'adapte à des situations, et quand ça ne va pas bien dans un secteur, eh bien on déplace les capitaux ailleurs. Vous connaissez le phénomène des délocalisations, hein, on ne vous apprend rien. On se fiche de savoir dans quel pays, pour des raisons morales, on va s'établir ou pas, on va simplement aller dans le pays où le coût de la main-d'œuvre est le plus faible. Les capitalistes ne demanderaient pas mieux encore qu'il y ait des esclaves, ça c'est sûr. Donc eux, leur sujet, c'est quoi? C'est faire du bénéfice. Faire du bénéfice, rien d'autre.
si on pouvait aller dans un pays où finalement on paye 1 centime l'heure, ben ils délocaliseraient là, il n'y a aucun problème. Voilà, et d'ailleurs les actionnaires, que beaucoup de gens sont, même en Belgique, ne se posent même pas la question de savoir ce que socialement leur argent investi aura comme conséquence sur le plan social et moral. Simplement, on achète des actions de telle société, du moment qu'il y a des dividendes à la fin de l'année, on se pose pas de questions, vous savez ça. Même des gens très gentils que vous croisez, voilà, j'ai placé mon argent, du moment que j'ai tel ou tel dividende, alors que parfois, il y a des gens qu'on exploite derrière tout ça. Bien entendu, pas spécialement en Belgique, mais des gens qu'on exploite à l'autre bout du monde et qui vous permettent d'avoir des dividendes en Belgique. À la fin, voilà, même pour des retraités, en disant, ben voilà, moi j'ai pas grand-chose, ben voilà, donc je place mes actions à tel endroit, et comme ça augmente un petit peu ma pension. Ben oui, mais parfois, il y a des gens qui souffrent à l'autre bout du monde pour vous permettre d'avoir votre augmentation de pension. C'est affreux, mais c'est comme ça. Bon. Alors, donc, je vous dis que le capitalisme est très plastique, donc il s'adapte très vite aux situations. Maintenant, c'est même à la seconde près, comme vous savez, à microseconde, nanoseconde, au niveau des bourses, ça se déplace à une vitesse inimaginable, c'est quand vous claquez dans les doigts, voilà, votre argent, il se déplace d'un endroit à l'autre. Sur le plan, vous achetez, vous vendez des actions. Bon. Alors, dans un premier temps, dans les Antilles, on cultive du tabac. Alors, le tabac n'est plus très rentable à partir d'un certain moment, parce que le tabac antillais est concurrencé par le tabac de Virginie, vous savez, c'est une colonie américaine, et donc la plus-value n'est plus intéressante. Alors, ensuite, l'indigo va prendre la succession du tabac. Alors l'indigo, c'est quoi? C'est en fait une substance colorante qui est issue d'arbres que l'on appelle les indigotiers et qui permettent de teindre des textiles, des tissus. Alors, l'indigo, il est plus rentable, mais il nécessite des travaux qui ne sont pas obligatoires pour la production de tabac. En effet, il faut irriguer les terres pour l'indigo. Il faut de l'eau, on imagine difficilement qu'il y ait une substance liquide dans un arbre s'il n'y a pas au moins de l'eau qui alimente évidemment les racines de l'arbre, ce serait inimaginable. Donc il faut d'irrigation et il faut toute une installation, je dirais, agricole qui permette de cultiver ces indigotiers. Et puis finalement, il va y avoir le sucre. Le sucre, qui vient de la canne à sucre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des plantations de canne à sucre. Moi, j'ai été au Brésil, donc j'ai pu voir ce que c'était que des plantations de canne à sucre. La canne à sucre, c'est pas très... Les cannes à sucre, moi, je pensais qu'elles étaient assez élevées, mais en fait, vous avez des cannes à sucre déjà à cette hauteur-ci. Évidemment, ça peut avoir 1,5 fois la taille d'un homme, mais vous avez déjà... Alors, le principe, c'est que l'on coupe cette sorte de tube végétal, si vous voulez, on le coupe, et alors on l'écrase dans une machine, à cette époque-là, c'est donc des moulins, un véritable moulin, et en l'écrasant, il y a un liquide très très sucré qui en ressort, les fibres, on peut les jeter après ça, on va vraiment les presser au maximum, donc ça tourne dans une machine, sous une meule, si vous voulez, et alors vous avez un liquide avec une teneur en sucre qui est très très importante. Et moi, quand j'étais au Brésil, j'ai bu effectivement du sirop de canne à sucre, donc c'est pas désagréable, sauf qu'il ne faut pas trop en boire, parce que vous imaginez, vu la teneur en sucre, la densité, c'est pas l'idéal pour la santé, bien entendu. Voilà. Mais, pour pouvoir fonctionner, la production sucrière a besoin d'une main-d'œuvre. Et dans ce cadre-là, se met en place une société assez particulière, qui sur le plan moral, j'en sais bien,
que c'est indigne pour l'être humain, mais enfin, un historien n'est pas là pour faire de la morale, même s'il n'est pas insensible, évidemment. Tout en étant historien, je suis quand même révolté quand je vois comment on a exploité les gens à cette époque-là. Hein. Il y a donc une société de type esclavagiste qui se met en place. Alors, cette société esclavagiste est basée sur l'organisation de propriétés foncières donc, qui sont des plantations. Alors, je vais vous faire un petit schéma à gauche du tableau, ici, sur le panneau à gauche. Alors, une plantation, ça comprend quoi? Alors, ça comprend tout d'abord des habitations. Donc, petit 1, habitation. Première habitation, c'est la grande case. La grande case, c'est la maison du maître, qui est toujours en surplomb, sur une hauteur. Ce n'est pas très original, hein. Vous savez que par définition, les gens qui veulent dominer, le fût que symboliquement, se placent toujours sur une hauteur, pensez aux mottes féodales, au Moyen-Âge, mais aussi quand on est sur une hauteur, on voit de loin, ça permet de surveiller et éventuellement de se protéger s'il y a une révolte. Donc, la raison pour laquelle on est sur une hauteur, les raisons sont multiples. Aspect symbolique, dominer, et puis surveiller et se protéger. Hein, bien entendu. Vous n'avez jamais vu un chef qui se met dans la vallée et ses subordonnés qui se mettent autour. Hein. Ça ne va pas, ça. Hein. Bien d'accord, ça ne s'est jamais vu. Bon. Alors, à côté de la case, la grande case, il y a toutes les maisons des esclaves. Donc, il y a, dans cette grande plantation, il y a donc un endroit, qui est une sorte de petit village, si vous voulez, où vous avez les cases des esclaves. Alors ces cases des esclaves, vous imaginez qu'elles sont tout à fait rudimentaires, ce sont des huttes, et elles ont également un petit lopin de terre qui permet aux esclaves de se nourrir au quotidien. Ce serait intéressant que vous compariez un petit peu ce qu'on a pu voir dans le cadre de la villa carolingienne, vous vous en souvenez peut-être, dans le cadre également du système seigneurial, dans le cadre de la seigneurie classique, du XIe au XIIIe siècle, je dirais jusqu'au XVIIIe siècle, et on peut même remonter jusqu'aux villas de l'époque romaine, gallo-romaine. Vous avez aussi ce qu'on appelle la villa urbana et la villa rustica, vous avez aussi le maître qui se trouve dans... Il suffit d'aller à Malagne-la-Romaine, hein, quand vous allez dans la province de Luxembourg, vous voyez encore la maison du maître, et puis alors la manière dont ce domaine était conçu. Voilà. Alors, outre cela, qu'est-ce qu'il y a? Ça, ce sont les habitations. Il y a des bâtiments d'entretien. Alors, les bâtiments d'entretien, c'est quoi? Donc ça, c'est, je dirais, premier élément, habitation. Tout ce qui concerne les bâtiments d'entretien. Alors, les bâtiments d'entretien, les bâtiments d'exploitation, ce sont d'abord les fameux moulins dont je vous parlais tout à l'heure. Les moulins. Mais vous n'avez pas que les moulins, vous avez également des entrepôts où l'on va rassembler toute la production de sucre. Il faut également des forges. Vous allez me dire, mais pourquoi des forges? Eh bien, parce que le sucre se mettait dans des tonneaux. Et là, je vous renvoie au Celte. Les tonneaux, il faut les cercler. Alors, qui dit tonneau, ça veut dire également bois. Donc, il y a menuiserie. Il y a également des tonneliers. Ben oui, parce que vous imaginez, la production, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il faut pouvoir commercialiser tout ça, entreposer, puis pouvoir le vendre, pour que ça parte sur des navires. Donc vous avez une véritable petite usine dans la plantation. Et puis alors, tenez-vous bien, c'est aussi une sorte de bâtiment de fabrication, d'entretien, si je puis dire, il y a souvent un hôpital. Alors tenez-vous bien, les hôpitaux, c'est évidemment, ils ne sont pas construits dans un but humanitaire, entendons-nous bien.
c'est pour réparer la main-d'œuvre. Vraiment, comme on réparerait un tonneau, ou comme on réparerait... voilà. Donc, il y a un hôpital où les médecins sont plus des vétérinaires qu'autre chose, parce que les esclaves, ce sont des choses, ce sont des animaux. Aux yeux des propriétaires, il faut pouvoir réparer la main-d'œuvre. Hein. Vous imaginez, on coupe avec une machette, et puis quoi la machette, elle arrive sur le pied ou sur la jambe. On n'a pas intérêt à ce que l'esclave meure, parce que l'esclave, il coûte de l'argent. Hein. Donc, on doit le réparer, comme une voiture, comme une moto. Donc, les hôpitaux, je vais vous dire qu'au moment de la colonisation, ici, je ne parle plus des Antilles, je parle de l'Afrique. Quand on dit toujours que, enfin, on dit toujours, vous n'êtes pas naïfs, vous, enfin, certains l'ont été longtemps, que lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont apporté la civilisation. Vous voyez ce qu'on peut dire, hein? Vous voyez très bien qu'il faut faire un peu le décryptage de la notion de civilisation. Ils ont apporté l'école. Oui, mais l'école, pourquoi faire? Parce qu'il fallait former les gens au moins jusqu'au niveau d'école primaire, et certains pas tous, pour qu'ils puissent servir comme auxiliaires éventuellement pour l'administration, pour les colons. Hein. Ce n'était pas pour leur apporter l'école, hein, entendons-nous bien, c'est parce qu'on avait besoin d'eux. Donc on formait de la main-d'œuvre. Et pourquoi? Et alors on dit, ah oui, on est arrivé également, on a construit des hôpitaux au Congo, au Cameroun, je ne sais pas où, mais enfin dans tous ces pays africains, au Kenya. Hein. Les hôpitaux, c'était pourquoi? C'était pour réparer la main-d'œuvre, hein. Ce n'est pas nouveau dans un but humanitaire. Que ce soit très clair, il faut le dire ça aux élèves. Si vous ne dites pas que les hôpitaux étaient là pour réparer la main-d'œuvre, les élèves ils vont croire tout à fait naïvement qu'on s'occupait déjà de la coopération au développement, comme les médecins du monde le font à l'heure actuelle, tentent pour verser éventuellement une cotisation pour Médecins du Monde ou Médecins sans frontières. Ce n'était pas du tout des médecins sans frontières, à cette époque-là, c'était des sortes de, excusez-moi, des médecins presque vétérinaires pour soigner la main-d'œuvre qui travaillent dans des conditions parfois très difficiles, en tout cas pour des salaires ridicules. Hein. Entendons-nous bien, hein. Donc il faut avoir ça quand on entend la colonisation. Bon. Donc vous avez noté donc, tous ces bâtiments professionnels, si je puis dire, hein, nécessaires à la production du sucre. Voilà. Et puis enfin, ben oui, c'est l'essentiel, ce sont les champs. Ce sont les champs de canne à sucre. Alors ces champs de canne à sucre vont connaître une extension de plus en plus importante dans le courant du XVIIIe siècle, au détriment de quoi? Au détriment de deux choses. Comme au Moyen-Âge, on va défricher. Parce que sur ces îles tropicales, ben, il y avait de la végétation, hein, il y avait des forêts tropicales, entendons bien, mais enfin c'était... Et donc, on va donc, d'une part, détruire tout l'écosystème, si je puis dire. Hein. Et donc le bois, à un moment donné, qui était abondant à l'origine, il va se trouver rare et on va devoir importer du bois. Je vous ai expliqué pourquoi il fallait du bois, pour les tonneaux en particulier, pour construire les moulins. Et ça se fait au détriment, pas seulement des forêts, mais ça se fait également au détriment des cultures vivrières. Donc ça veut dire que on va défricher partout, on va planter sur toutes ces îles du sucre presque partout, la canne à sucre, mais du coup, on va devoir importer la nourriture dont on a besoin, puisqu'il n'y aura plus d'autres de céréales. Donc vous voyez ce que c'est que la mise en place d'une monoculture. J'imagine que vous voyez ça, vous allez voir ça en géographie. Quand vous avez un système de monoculture, ça se fait au détriment de la végétation qu'il y avait auparavant. Et donc, ce qui peut apparaître comme un profit dans un premier temps, à terme, porte les germes du déclin. Bon. Alors, on va avancer. Il y a le problème ensuite du déplacement des pôles de production.
Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que je viens d'expliquer? C'est qu'on a besoin de grandes surfaces. Et donc, et je vous montre la carte, il va y avoir un déplacement de la production sucrière des petites Antilles, c'est l'arc de cercle qui se trouve ici, vers les grandes Antilles où vous avez évidemment des surfaces cultivables beaucoup plus importantes. Et les deux îles qui vont produire le plus de sucre, c'est d'abord Saint-Domingue et ensuite Cuba. Saint-Domingue, c'est cette île-ci. Saint-Domingue, en fait, comprend à l'heure actuelle deux États. La partie occidentale, c'est la République d'Haïti, et la partie orientale, c'est la République dominicaine. La partie occidentale est une région qui, au XVIIIe siècle, appartenait à la France, pendant tout le XVIIIe siècle. Elle est devenue française à la fin du XVIIe siècle, vers 1694, quelque chose comme ça. Et il va y avoir donc une division de l'île à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Charles II en Espagne. L'île est divisée en deux, puis elle va être réunie tout à fait à la fin par les Espagnols, et puis reprise par les Français au moment de la Révolution française, et puis finalement, de nouveau, l'île va être coupée en deux, une partie francophone et une partie espagnole. Donc, lorsque ces États vont devenir indépendants, c'est-à-dire Haïti devient définitivement indépendante en 1804, définitivement. C'est la première république noire sur la planète. Et Saint-Domingue devient indépendant vers 1840, quelque chose comme ça. Pensez qu'en France, parce que je vous ai parlé des États-Unis et du Brésil tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, j'ai dit 1860-61 pour la suppression de l'esclavage aux États-Unis, 1888 au Brésil, mais en France, il faut attendre 1848, donc c'est avant, bien entendu. Et c'est grâce à l'initiative et aux démarches de Victor Schœlcher que l'esclavage a été aboli. Donc c'est au moment de la Révolution de 1848. Ça va donc après la chute de Louis, au moment de la chute de Louis-Philippe. Ça va? Bon. Alors, je poursuis. Donc, déplacement de la production, mais il faut peut-être aussi noter les faiblesses. Les faiblesses de cette industrie du sucre. Premier élément, c'est quoi? Je ne vais pas les noter au tableau. Premier élément, c'est tout d'abord que la main-d'œuvre, elle coûte cher. Évidemment, un esclave, ça coûte beaucoup moins cher qu'un ouvrier que l'on doit rétribuer, nous sommes bien d'accord, mais l'espérance de vie d'un esclave est quand même très faible. On ne vit pas vieux quand on est esclave. Et puis ces esclaves, il faut les payer quand même à l'achat. La proportion d'esclaves qui survivaient après la traversée de l'Atlantique n'était pas très importante. Ils étaient véritablement placés comme des sardines dans une boîte. Il y avait peut-être entre 50 et 60 cm maximum entre les différents ponts. Ils étaient étagés pendant 1 mois et demi à 2 mois. Ils étaient vraiment placés comme des sardines. Donc ils ne pouvaient pas se mettre debout. Ils pouvaient se mettre en étant courbés, assis, accroupis si vous voulez, en tailleur plutôt, en étant voûtés. Et donc il y avait toute une série, il y avait, je ne sais pas, 7 ou 8 ponts comme ça, et ils faisaient toute la traversée. Ils vivaient, vous imaginez, dans des conditions d'hygiène pas possibles, parlons pas du scorbut, de toutes les maladies qu'ils pouvaient. Et donc quand ils arrivaient, c'était vraiment les plus forts qui survivaient. Mais ils arrivaient dans un sale état, et puis après ça, on les faisait travailler dans de telles conditions qu'ils ne vivaient pas très longtemps. Ça, je peux vous le dire. Donc, il fallait quand même les payer, ces esclaves, les acheter. Outre cette main-d'œuvre
qui ne se renouvelle pas si facilement que ça, parce que pour les propriétaires terriens, c'était un cheptel en fait, hein, c'était comme des bœufs, des porcs, des moutons, enfin voilà. Hein. Il y avait effectivement ce cheptel se renouvelait partiellement sur place, parce qu'il y avait quand même des couples qui se formaient, il y avait des enfants, etc. Mais enfin, il n'empêche que ça ne suffisait pas. Donc, quand vous pensez qu'au XVIIIe siècle, il y a 3 millions d'esclaves noirs qui sont arrivés rien qu'aux Antilles. 3 millions. Imaginez, 3 millions de noirs, d'esclaves noirs arrivés aux Antilles. Bien aux Antilles, hein, c'est pas pour toute l'Amérique. Hein. Alors, je vous montre d'où ils venaient. Ben, ils venaient essentiellement de ces régions-ci. Voilà, ces régions-ci. Donc, le Nigeria, ici, la côte des esclaves, c'était toute cette région-ci. Ils venaient d'ici. Bon. Alors, élément suivant, je vous ai parlé de la main-d'œuvre, de l'esclavage. Je dois aussi vous parler des guerres, parce qu'évidemment, les guerres, ben, ça ne facilite pas le transport de ce sucre vers le continent européen. Ça perturbe évidemment la navigation marchande. Outre cela, troisième cause, troisième faiblesse, ce sont les causes naturelles. Je ne vous apprendrai rien, il suffit que vous voyiez de temps en temps la télévision pour vous apprendre que dans ces régions-là, ben, non seulement il peut y avoir des tremblements de terre, on l'a vu à Haïti, mais il y a des ouragans, il y a des typhons, il y a des périodes de sécheresse aussi. Et outre ces causes naturelles, climatiques, il y a aussi des parasites. Ce qui veut dire que la canne à sucre peut être atteinte par toute une série de micro-organismes qui peuvent détruire la récolte d'une année. Et ça a quoi comme conséquence? Eh bien, ça veut dire que quand vous investissez dans une plantation, à un moment donné, vous ne parvenez pas toujours à rembourser les prêts que vous avez dû faire. On ne va pas vous prêter hein, si on voit que vous êtes à la limite de la faillite. Alors, vous pouvez avoir à certaines périodes des bénéfices colossaux, on est bien d'accord. Mais il y a des aléas quand même. Enfin, dernière faiblesse, et ce n'est pas la moindre, c'est celle de la monoculture. À un moment donné, le coût de la production de sucre sur place, même s'il n'est pas très élevé, entendons-nous bien, il est quand même plus élevé que la production en Europe de ce qui va se substituer à la production de sucre grâce au canne à sucre, c'est la production de sucre grâce aux betteraves. Vous connaissez, il y a Tirlemont en Belgique, hein, raffinerie de sucre. Et donc c'est au moment du blocus continental de l'Angleterre, suivi par le blocus continental de l'Empire napoléonien contre l'Angleterre, parce que le blocus continental de Napoléon n'est rien d'autre qu'une réponse au blocus des navires britanniques. Eh bien, le sucre ne va plus arriver dans de suffisamment grande quantité, ou même très peu, en Europe, parce que Napoléon avait obligé tous ses alliés et vassaux à faire un blocus de telle manière que de l'Espagne au Danemark, les Britanniques ne puissent plus commercer avec l'Europe, puisqu'ils voulaient les asphyxier véritablement économiquement. Eh bien, on va remplacer donc le sucre par un ersatz, qui est toujours du sucre, mais qui est le sucre produit par la betterave. D'où les betteraves sucrières qu'on trouve en Belgique, en particulier. Ça date du début du XIXe siècle, la production importante de betteraves. Voilà. Je vous signale aussi que ce n'est pas par hasard que, autant, si vous allez, puisque je vous parlais de Napoléon, si vous allez à Paris, ben, il y a l'Arc de Triomphe qui magnifie les victoires de Napoléon en Europe centrale en particulier. Hein, Austerlitz, Wagram, Ulm, Eylau, etc., Friedland, etc. Vous avez la gare d'Austerlitz à Paris. Mais à Londres, vous avez Trafalgar Square.
Trafalgar Square, donc devant la National Gallery, hein, avec la statue de Nelson. Et en 1805, bataille très importante, qui est à mes yeux plus importante qu'Austerlitz et Wagram, hein, c'est la flotte de Napoléon, puisqu'il est empereur depuis un an déjà à ce moment-là, en 1805, qui est battue, la flotte donc franco-espagnole, parce qu'ils étaient ensemble, qui est battue par l'amiral britannique Nelson, hein, à proximité de Gibraltar, mais c'était la flotte, en fait, qui était chargée de protéger l'arrivée de sucre, entre autres, des Antilles. Hein. C'est la flotte, une flotte militaire est là pour protéger la flotte marchande. Et alors on peut se poser la question, pourquoi Napoléon était tellement intéressé par, comme d'ailleurs les révolutionnaires dans les années 1790 et suivantes, tellement intéressé par les Antilles? Mais c'est le sucre. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont été se battre? Pourquoi ils se... C'était tellement important les Antilles. C'était le sucre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le film Tropiques amers, qui est passé il y a 1 an et demi à la télévision. C'était une série de 6 épisodes où on voyait ce que c'était que la vie, dans le cadre d'une fiction, de ces esclaves, justement à Haïti, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Ça valait vraiment la peine d'être vu, hein, parce que tout ce que je viens de vous décrire là, on le voit vraiment très bien représenté. Alors on peut s'interroger aussi, et se dire, mais pourquoi Napoléon a voulu récupérer Haïti au point d'envoyer une flotte importante sous la direction de son beau-frère, le général Leclerc, hein, pour récupérer Haïti? C'était en 1802, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi il s'est battu contre Toussaint Louverture, ce premier président d'une république noire? Mais c'était pour le sucre, bien entendu. Et vous devez vous dire que toutes les guerres entre la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle, et je dirais en gros entre 1742, c'est-à-dire au moment de la guerre de succession d'Autriche, jusqu'en 1815, c'est-à-dire jusqu'à Waterloo, eh bien, les guerres entre la France et l'Angleterre, c'est pour le sucre. Ça, il faut le savoir aussi. Bon. Alors, je poursuis. Donc, j'étais en train de vous expliquer ici, en dernier lieu, les faiblesses de la production sucrière et de ce monopole. Et on en arrive maintenant à la distribution. Alors, un premier élément sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce que vous le connaissez bien, c'est le commerce triangulaire. Vous connaissez ça, hein? Bon, alors, un très rapide rappel. Donc, les navires partent d'un port européen, ici, on parle des ports britanniques ou français. Parmi les ports français, vous avez surtout ici Nantes, vous voyez, sous la Loire, et vous avez Bordeaux sous la Garonne. Vous avez aussi le Havre, bien entendu. Alors, les navires, qui étaient des navires de sale type finalement, hein, parce qu'ils étaient armés par des négociants, par des armateurs qui vivaient de la traite négrière. Donc il y avait des tas, et surtout en Angleterre, hein, il y avait des tas de petits actionnaires, des gens qui avaient presque rien, qui achetaient parfois le 10e ou la 20e partie d'une action. Donc les petits gens participaient à l'efflorescence de ce commerce et de la traite négrière. Donc ces navires étaient armés en Europe, ils partaient chercher ici des esclaves nègres, ils étaient échangés contre des armes, contre des tissus, contre de l'alcool, contre des pacotilles. Vous savez qu'un navire ne navigue jamais à vide, ça coûterait beaucoup trop cher, donc il doit être affrété, il doit avoir du fret. Donc ici, vous avez cet alcool, des pacotilles, etc. Ici, on charge les navires une fois vidés de leur cargaison auprès des chefs nègres. Ils repartent vers l'Amérique. Alors ces esclaves sont soit vendus au Brésil, soit en Guyane, soit dans les petites ou les grandes Antilles, soit dans le sud des États-Unis, ici. De là, on décharge les cargaisons d'esclaves qui vont servir comme sur les plantations.
Et de là, ces esclaves travaillent donc là, et de là, les navires repartent vers l'Europe, ça forme donc bien un triangle, si vous voulez, hein, repartent vers l'Europe avec, à bord, du sucre, ça peut être aussi du café, du coton, du cacao, que sais-je, voilà. Alors, au niveau de la distribution maintenant, donc, commerce triangulaire, mais ce commerce triangulaire va être élargi. Et c'est ça que je vous demande de noter, parce que ça, vous le savez peut-être moins. Donc, commerce triangulaire bien connu, et puis ce commerce triangulaire va être élargi. Il est élargi, pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que la demande d'aliments, la demande également de bois se fait cruellement sentir dans la mesure où on a pratiqué presque la terre brûlée pour planter partout du sucre ou ailleurs du coton, que sais-je. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de culture vivrière. Donc, ça va venir d'où tout cela? Eh bien, donc, quand vous voyez des navires qui partent dans cette direction-là, il ne s'agit pas simplement de repartir toujours vers le sud, dans le cadre du commerce triangulaire, il va falloir aussi que partent des métropoles, par exemple de la France ou d'Angleterre, vers les Antilles, des navires qui ont pour cargaison du bois et surtout des aliments. Alors qu'est-ce qu'on donne à manger aux esclaves? Puisque c'est eux qui représentaient les 3/4 de la population, hein, à Saint-Domingue. La population, les 3/4 des habitants sont des esclaves. Quand vous pensez qu'il y avait 20 000 habitants à Saint-Domingue en 1700, en 1800, il y en a 500 000. Les 3/4, ce sont des esclaves. Donc plus de 350 000 esclaves à Saint-Domingue, au moment de la Révolution française. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on leur donnait à manger? Souvent, surtout du poisson séché. La morue séchée, enfin, voilà. Donc c'était ou de la viande séchée, tout simplement. Ben, séchée, on comprend bien pourquoi, hein, parce que sinon, si ça n'a pas été préalablement séché, ben, c'est plein de vermine, etc. Bon. Voilà. Alors, outre élément également qu'il faut ajouter à ce commerce triangulaire, que j'ai appelé commerce triangulaire élargi, c'est qu'entre la Jamaïque, qui se trouve ici, qui est britannique, et Haïti, donc la partie occidentale de Saint-Domingue, qui est française, il y a un intense trafic. Il y a un intense trafic. Là-bas, sous la forme de piraterie. Alors, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'esclaves. Donc, ils achètent des esclaves à bas prix directement auprès des pirates, si je puis dire, britanniques de Jamaïque, plutôt que de devoir aller les chercher, les acheter sur des navires qui viennent d'Afrique. Donc, ce sont des esclaves, pas de deuxième catégorie, mais à très bas prix. Ça coûte moins cher, évidemment, quand ils viennent du Nil, qui est à proximité. Et ils sont échangés, ces esclaves, contre du sucre de basse qualité, sous forme de mélasse, par exemple, ou de rhum. Et alors, ça partait où, tout ça, ces produits-là? Ben, ces produits, ils ne repartaient pas en France, puisque je lui ai dit qu'en France, on renvoie du sucre blanc. Hein? En fait, ça repartait vers la Nouvelle-Angleterre, ici, hein, qui bientôt va devenir les États-Unis, hein, puisque vous savez que c'est en 1773 que la révolte des colons britanniques se produit, et que donc dans le dernier tiers du siècle, eh bien, on va passer la côte nord-est de l'Amérique du Nord va passer de la domination britannique à un statut d'État indépendant, hein, sous la forme de fédération. C'est que ce commerce triangulaire est encore élargi par le fait que le sucre, quand il arrive en Europe, il n'est pas spécialement consommé dans sa totalité par les Anglais ou par les Français, pour ne prendre que les deux cas que j'ai étudiés ici. Il se fait que jusque dans les années 1740, les Français et les Hollandais qui sont associés redistribuent
plutôt revendent en Allemagne et dans les pays baltiques le sucre qui vient des Antilles. Et d'autre part, les Français, par Marseille cette fois, vont revendre le sucre au Proche-Orient. Donc vous voyez que ça dépasse largement la vision parfois un petit peu étroite, même si étroit, alors qu'il y a des milliers de kilomètres ici, le mot est un petit peu fort, donc vous voyez que ça dépasse donc largement le commerce triangulaire. Il y a donc d'autres régions du monde qui sont concernées. L'Amérique du Nord, les îles des Antilles elles-mêmes, puisqu'il y a du commerce entre les Antilles, je vous l'ai expliqué, et enfin, en Europe, il y a distribution donc des produits qui ne sont donc pas tous consommés dans la métropole et qui sont même revendus en Europe centrale, dans les pays scandinaves et enfin par Marseille en Méditerranée jusqu'au Proche-Orient. Voilà. Alors, en ce qui concerne, pour la période qui va de 1742 à 1815, je vous en ai déjà touché un mot, donc je ne reviens plus là-dessus. À ce moment-là, il y a des rivalités assez importantes entre la France et l'Angleterre pour avoir justement, pour contrôler le commerce, la production et surtout le commerce du sucre, d'où ces batailles navales importantes. J'ai fait référence à Trafalgar, mais Trafalgar, c'est pas, entendons-nous bien, c'était des navires qui se sont, de flottes qui se sont attaquées, bien entendu, mais il n'y a pas de flotte marchande à Trafalgar à ce moment-là, mais ces flottes étaient destinées justement à protéger le commerce atlantique. Donc pour Napoléon, c'est une grave défaite, parce qu'une fois que sa flotte est défaite, il y a tout ce problème du blocus dont je vais vous parler par la suite. Il ne pourra plus contrôler de la même manière ce commerce transatlantique. Alors maintenant, j'en arrive à la conclusion. Alors, conclusion. Alors, cette conclusion portera sur 3 points. Tout d'abord, sur le plan démographique. L'arrivage de ces millions d'esclaves, je vous ai parlé de 3 millions d'esclaves, tous n'ont pas survécu, bien entendu que 3 millions, ça comprend toutes les générations d'esclaves qui sont arrivés dans le courant du XVIIIe siècle. On dit qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a 500 000 habitants à Saint-Domingue, donc pour l'ensemble de l'île de Saint-Domingue, partie occidentale et orientale, donc partie française et partie espagnole, et que les 3 quarts des habitants de l'île, donc plus de 360 000 habitants, sont des esclaves. Mais donc, il va y avoir une africanisation presque complète de ces îles. C'est comme ça que quand vous allez à Haïti, vous n'y trouvez plus que des populations noires. Ce sont tous des descendants d'esclaves. À Saint-Domingue, la même chose. En Jamaïque, la même chose. À Cuba, il y a une partie importante de la population cubaine qui n'est pas, comme Fidel Castro, d'origine hispanique, mais qui sont noirs à Cuba. Même chose à Porto Rico, et je ne parle pas des Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique. La population est noire ou métissée, peu importe, mais en tout cas d'origine africaine. Donc, première conclusion à tirer, c'est sur le plan démographique et social, l'africanisation des Antilles, donc liée à l'esclavage. Deuxième élément, sur le plan alimentaire, c'est l'importance que, à partir du XVIIIe siècle, le sucre va avoir dans notre alimentation. Je ne reviens plus là-dessus, puisque j'ai entamé cette leçon avec ce sujet-là. Donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Et troisième élément, qui est lié d'ailleurs au second,
c'est le problème de santé publique. Je vous avais expliqué en première année que la carie dentaire apparaît au néolithique. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que le sucre apparaît dans l'alimentation. Vous savez l'importance du sucre quand même, hein, pour expliquer l'origine des caries dentaires. Donc à l'époque du paléolithique, ça, les ossements prouvent qu'il n'y a pas de carie dentaire. La carie dentaire apparaît avec le néolithique. D'ailleurs, vous savez très bien, quand vous mangez du pain, si vous mâchonnez pendant un certain temps, vous allez avoir un goût de sucre. C'est légèrement sucré quand même, hein, vous êtes bien d'accord. Et donc c'est ce sucre mêlé, ou plutôt additionné au sel, qui explique hein, l'évolution, je dirais, de la santé publique, et qui explique, bien entendu, la surpondération de beaucoup d'enfants dès l'école primaire. Donc nous sommes quelque part non seulement les héritiers du néolithique, mais nous sommes également les héritiers du commerce du XVIIIe siècle. Voilà. Alors maintenant, il me reste à vous montrer quelques ouvrages. Alors, tout d'abord, un ouvrage général qui est celui de Soboul Le Marchand et Michel Fogel, Le siècle des Lumières, son essor, 1715-1750. Il y a toute une partie de ce livre, enfin quelques pages, qui est consacrée, à partir de la page 38, aux colonies françaises d'Amérique, et il y est question, mais de manière très succincte, de la production de blé, la production de sucre et du commerce du sucre. Évidemment, je vous montre ce livre en premier lieu parce que c'est un ouvrage général qui permet de replacer le phénomène que nous avons étudié ici aujourd'hui dans un contexte plus général. Je vous ai parlé de l'importance des guerres aussi au XVIIIe siècle, et en particulier entre la Grande-Bretagne et la France. Je vous renvoie à l'Histoire des relations internationales, tome 3, Les temps modernes, deuxième partie de Louis XIV à 1789, de Gaston Zeller chez Hachette. Malheureusement, dans ce livre, il n'y a pas la place qui aurait dû être accordée justement à ces guerres entre Français et Britanniques à propos des Antilles. Alors un grand ouvrage, et là je vous le recommande vivement si vous deviez préparer une leçon sur ce sujet, de Fernand Braudel, c'est le tome 2 de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle. Le tome 2 s'intitule Les jeux de l'échange. Alors il faut prendre les pages 236 et suivantes, ce sont des pages très très importantes qui portent sur le capitalisme et les plantations d'Amérique. Très très important. Et vous avez, je peux peut-être le montrer à la caméra, une reproduction d'une plantation justement de sucre, et vous allez voir la maison du maître dans le fond et devant justement les sucreries avec les moulins, les meules, les charrois de canne et de chaudière. Voilà, vous voyez ceci. Voilà, donc à l'arrière à gauche, vous voyez donc la maison du maître, enfin au milieu plutôt ici, et ici les fameux bâtiments d'exploitation dont je vous ai parlé. Alors, autre ouvrage important, le tome 3 de l'histoire économique et sociale du monde, sous la direction de Pierre Léon, chez Armand Collin. Alors, page 73 et suivante, vous avez un chapitre qui s'intitule « L'américanisation du commerce français, l'essor antillais ». Je montre le livre. Sous l'histoire de la colonisation européenne en Amérique et ailleurs, les Européens et les autres, de Cortés à Washington, chez Armand Collin, de Jean Meyer. L'expansion européenne de Frédéric Moreau, qui couvre la période 1600-1870, presse universitaire de France.
Alors, Les Amériques, 16e, 18e siècle, de Pierre Chaunu dans la collection 16e, 18e siècle de Pierre Chaunu dans la collection Armand Collin. L'histoire du Brésil de Frédéric Moreau aux éditions Chandaigne. Il y a tout un chapitre sur la production de sucre au Brésil. Alors, Une histoire de l'esclavage de Christian de la Campagne, de l'Antiquité à nos jours, en livre de poche. Le livre noir du colonialisme, 16e, 21e siècle, de l'extermination à la repentance, sous la direction de Marc Ferraud, aux éditions Lafon. Vous voyez que c'est une grosse brique. Alors, de Gilberto Freire, Maître et esclave, la formation de la société brésilienne, tel Gallimard. Le temps des colonies, collection de l'histoire, numéro hors série numéro 11. Alors, Histoire générale des techniques, tome 2, les premières étapes du machinisme, 15e, 18e siècle, sous la direction de Maurice Daumas aux Presses universitaires de France. C'est très intéressant parce que vous avez dans ce livre la description de toutes les machines avant la révolution industrielle. Alors, une source privilégiée pour connaître toutes les machines avant la révolution industrielle, c'est évidemment les volumes de cette grande entreprise éditoriale que fut l'Encyclopédie sous la direction de Diderot et d'Alembert à partir de 1751. Et vous avez, quand vous prenez les planches des volumes de l'Encyclopédie, vous avez donc des dessins qui représentent toutes les machines du XVIIIe siècle. Alors, il ne faudrait pas oublier quand même que mon propos s'inscrit dans le chapitre sur le mercantilisme. Donc il y a un petit livre de Pierre Dayon que certains d'entre vous connaissent, dans la collection Questions d'histoire chez Flammarion. Alors, de Karl Marx, je vous conseille de lire la 8e section du chapitre 33, la théorie moderne de la colonisation. Dans le Capital. Alors de Lénine, alors là, c'est pour une période postérieure, ça décrit en fait ce que l'impérialisme est devenu un siècle plus tard, et c'est son célèbre livre qui va servir d'ailleurs de livre de chevet à ses disciples, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Alors encore trois petites choses. Alors, de René Raymond, Quand l'État se mêle de l'histoire. Alors là, si je vous montre ce livre, c'est pour vous dire qu'on a voté, c'était en 2001, si mes souvenirs sont bons, à l'Assemblée nationale française, la loi Taubira qui a inscrit donc dans la loi française le fait que les traites négrières et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Donc c'est inscrit dans la loi. En revanche, il ne s'agit pas d'un génocide, parce qu'un génocide c'est autre chose. Alors, je vous ai apporté un CD que j'ai fait à votre usage, que vous pouvez télécharger ici à l'école. C'est un enregistrement du texte que j'ai présenté et lu, La négritude d'Aimé Césaire. C'est un discours qu'il a prononcé en 1987, si mes souvenirs sont bons, à Miami. Voilà. Aimé Césaire, c'est un grand poète antillais. Il a été maire de Fort-de-France, donc le chef-lieu de la Martinique. Et il a été, comment dirais-je, un grand hommage qui lui a été rendu, je crois, il y a 2 ans, au Panthéon à Paris, en présence de Nicolas Sarkozy. Alors, d'Aléro Carpentier, Le royaume de ce monde, ça se situe à Haïti à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. C'est un roman d'un grand romancier donc cubain.
Ça concerne entre autres la révolte des Noirs de Saint-Domingue, suivie de l'exil des colons à Cuba, l'époque du gouvernement du général Leclerc, qui était le beau-frère de Napoléon, et le royaume noir du roi Henri-Christophe. Enfin, pour terminer, parce que vous êtes destiné à enseigner à à des élèves plutôt de secondaire, je vous montre une bande dessinée qui colle vraiment au sujet dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est dans la collection Pilote. Ce sont les aventures de Barbe Rouge, le roi des sept mers, aux éditions du Lombard. Alors là, je trouve que c'est très bien fait. Il se fait que Barbe Rouge avait son repère à proximité, peut-être que la caméra pourra faire un gros plan, juste au nord de Saint-Domingue. Voilà. Et à l'île de la Tortue. Je ne sais pas si on peut voir ici. Non, c'est trop petit. Oui. C'est pas grave, donc juste au nord. Alors c'est une bande dessinée que je vous recommande vivement et qui concerne justement la flibusterie au XVIIIe siècle dans cette région-là, dans les Antilles. Voilà. J'ai dit.